Pourquoi il est si important de préserver la santé de nos sols? Nous n'en sommes pas forcément conscients, mais le sol est avant tout un milieu vivant qui contient plus d'un quart des espèces animales et végétales connues sur notre planète. Chaque mètre carré abrite des milliers d'animaux invertébrés, tels que les vers de terre ou les fourmis, plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'espèces de champignons et de bactéries. La vie de ces écosystèmes est l'assurance d'un sol en bonne santé qui assure des fonctions essentielles pour produire notre alimentation, lutter contre le changement climatique, limiter les inondations, réduire les pollutions, etc. Nous rencontrons cette semaine Alix Fournier qui travaille à sensibiliser à la santé des sols en Haute-Gaspésie. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Gaspésie s'est intéressé aux travaux d'Alix Fournier en lui proposant de faire du volontariat dans une optique de partager ses savoirs, le tout en lien avec le principe d'autonomie alimentaire. Mon nom, c'est Alix Fournier. Moi, je suis présentement à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Je n'ai pas nécessairement de titre en particulier. Je fais partie d'une coopérative, une coopérative de solidarité, puis on travaille dans différents secteurs en autonomie alimentaire. Donc, on travaille beaucoup avec les arbres fruitiers en général. On a des volets comme par exemple la pépinière des pionniers, qui est un volet plus économie sociale. On fait de la vente d'arbres fruitiers. Puis, il y a aussi un volet plus communautaire dans lequel je m'implique beaucoup. Puis, celui-là, c'est plus tout ce qui est récupération de fruits donc tout un volet de glanage communautaire, si on veut, là, si on récupère des fruits puis on les redistribue dans les organismes communautaires. Puis moi, à l'intérieur de la coopérative, ben, je m'intéresse beaucoup au sol, donc depuis des années, une passion pour le vivant en général. Donc, c'est pour ça que j'ai développé le projet avec le CJE, là, le Carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Anne-des-Monts. Dans le but de pousser un peu plus loin toute ma passion pour le sol en développant le laboratoire, donc, le laboratoire du vivant. D'accord. Oui, c'est une longue introduction, hein? Non, c'est parfait, non, c'est super. Écoute, non, ça permet de mettre la table justement parce que ce qui nous rassemble là pour cette entrevue, c'est sûr que tu as été donné un peu, ce que je lisais un peu sur le communiqué de presse, là, c'était que justement, comme tu dis, tu sensibilises les gens au monde du vivant. C'est quoi ton constat, dans le fond, peut-être avant qu'on aille dans ce que tu fais concrètement, mais le constat, j'imagine qu'il y a un besoin pour que tu fasses ça aussi. C'est le constat de la Terre en général, dans la région où tu es ou là où tu te déplaces. Est-ce que ça veut dire que c'est en mode de dégradation ou il y a besoin justement d'enrichissement des sols? Ben, de ce que je vois dans les sols que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a toujours un manque. On n'a pas les sols les plus riches, premièrement. En Haute-Gaspésie, c'est souvent des loams graveleux, donc des sols assez sablonneux, pas beaucoup de matière organique, pas beaucoup d'humus. De ce que je constate à travers les analyses que je fais, c'est effectivement qu'il y a un potentiel, sauf qu'il y a beaucoup de travail à faire pour augmenter la vie dans les sols, sachant que c'est la vie qui permet l'accessibilité aux nutriments, par exemple. Oui, ça, c'est un constat, je pense, général, c'est que l'agriculture, comme on la pratique en ce moment, ne permet pas nécessairement la régénération du sol comme il devrait se faire de façon naturelle. Ça veut dire, est-ce que, il y a des fois l'appauvrissement du sol peut se faire parce que les humains, à force de faire de l'agriculture intensive, mais est-ce que là tu me parles parce que c'est un appauvrissement du sol par la nature elle-même, c'est comme ça qu'est le sol en Gaspésie ou en Haute-Gaspésie? Ben, je te dirais que c'est principalement des interventions humaines. D'accord. Donc, le changement du milieu, on passe d'un milieu naturel à pas naturel. Donc, bon, c'est vraiment par là que j'entends qu'il n'y a jamais autant de gains qu'on est capable d'apporter au sol que ce qu'on retire du sol, par exemple, à travers nos interventions à chaque année. Donc, c'est difficile d'aller rechercher, d'aller redonner ce que le sol en théorie, avait là, à la base. D'accord.
Donc, si l'humain, en partie l'humain, a amené la Terre à être comme ça, toi, de quelle façon, avec ton travail, justement, tu apportes ou on peut apporter pour régénérer à nouveau la Terre? Ben, en soi, c'est vraiment comme un gros dossier, là, essayer de régénérer un sol, surtout quand on fait comme de la petite agriculture de base, tu sais, comme qu'on n'est pas dans les gros rendements intensifs. Tu sais, je pense que moi, ce que je fais à travers la sensibilisation, c'est que j'essaie de faire comprendre, de faire refléter le fait que le sol peut être amélioré, il y a une façon de faire le moins d'interventions possible, puis d'aller chercher beaucoup le potentiel maximal, par exemple, du travail des champignons, du travail des bactéries dans le vivant. Donc, c'est vraiment comme pour sensibiliser les gens au fait qu'il existe des réseaux énormes de communautés bactériennes qui sont capables de faire un travail encore mieux que nous, tu sais, par rapport à, par exemple, d'ajouter des engrais et tout ça, mais de comprendre comment ce réseau de communautés bactériennes-là peut travailler pour nous, dans le fond. C'est vraiment ça que j'essaie de refléter à travers le travail que je fais. Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelques exemples des techniques que toi tu proposes ou que, moi je dis des techniques, parce que là tu parlais d'engrais, alors je sais qu'il y a les engrais peut-être un peu plus industriels, on peut acheter des choses déjà toutes faites pour mettre sur le sol, mais là toi tu parles vraiment de créer quelque chose de nouveau à côté, puis après ça de mettre sur le sol ou bien de mettre directement dans le sol. Ben, c'est sûr que les engrais, ça reste toujours comme ce qu'on utilise, ce qu'on est le plus habitué à travailler avec, donc les composts de base. Sauf il y a moyen d'aller chercher d'autres choses. Par exemple, des apports de carbone. On est proche de la mer, donc je trouve ça intéressant d'aller chercher beaucoup les intrants de la mer pour améliorer aussi nos intrants. Tu sais. Donc, je focus beaucoup dans mon approche de sol vivant, c'est beaucoup les carbones. Donc, tout ce qui est matière sèche, là, paille, copeaux, feuilles mortes, des intrants comme ça, avec tu sais, des apports plus azotés. Donc, ça peut être les composts faits à base de crustacés, par exemple, ou des algues. Donc, j'essaie de travailler beaucoup avec c'est ça, les intrants plus marins. Puis, en fait, il y a aussi encore des formes d'élevage en Haute-Gaspésie. Donc, on a accès encore à du fumier, des choses comme ça, des composts maison. Moi, ce que j'ai travaillé à travers mon projet de laboratoire, c'est deux activités. Donc, la première étant des thés de compost, puis la deuxième étant des analyses de sol artisanales. Ben dans le fond, oui, c'est une technique qui m'intéresse aussi. Comment tu fais exactement pour analyser des sols? Est-ce que tu creuses des trous, tu regardes, prends des échantillons, tout ça? Oui, 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 ça reste le même principe que de faire une carotte qu'on pourrait envoyer à un laboratoire, le laboratoire conventionnel là, pour des analyses et, quantitatives. Donc, les analyses que tu vas recevoir du laboratoire, ben, ils vont te donner des quantités. Par exemple, tu as tant de phosphore dans ton sol, tu as tant de fer, etc. Moi, ce que je fais à travers mon analyse de sol, c'est plutôt qualificatif. Donc, si on parle des qualités de la matière. Donc, c'est appelé la chromatographie. Moi, j'ai appris à faire cette technique-là en Colombie, justement parce que les laboratoires conventionnels sont peut-être moins accessibles aux communautés paysannes. Tu sais, ça devient mais en fait, ça a toujours été des choses plus coûteuses, plus inaccessibles parce qu'on reçoit les résultats puis on ne sait pas nécessairement comment les interpréter. Donc, ils ont développé cette technique-là parce que c'est un résultat très visuel. Puis on est capable d'analyser en fait différentes choses selon les matières extraites. Je te parle de sol, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de tests durant l'été à travers toutes sortes de matières, comme ça peut être des algues,
par exemple, ou des analyses foliaires, donc on analyse les feuilles d'un arbre, ou on utilise aussi la technique pour analyser tout ce qui est fruits, légumes, etc. Donc, c'est vraiment selon la matière qu'on analyse, les résultats sont exprimés sous forme de liens, de couleurs, puis de zones. Puis ça, c'est vraiment spécifique aux substances qu'on teste. Fait que je vais être capable de C'est dire, comme par un exemple, appareil photo, enfin, c'est comme une photo que tu prends du sol. ça rappelle un peu ça, oui, c'est chromatographie, ça veut dire écriture des couleurs. Donc, c'est une façon d'écrire les couleurs de la matière qu'on extrait. Puis c'est développé comme une photo argentique un peu. Donc, moi, dans mon laboratoire, j'ai des lumières rouges quand je fais le développement. On a un peu comme travailler la photo argentique avec des nitrates d'argent. Puis après ça, on expose l'analyse aux ultraviolets. Puis là, ça nous révèle les couleurs. Donc, c'est à partir des sels métalliques avec des solutions aussi à base d'hydroxyde de sodium. Les réactions avec ces deux substances-là, ben, ça crée le résultat qu'on a qui est très visuel, qui fait penser à une photo du sol, comme tu dis. Donc, c'est suite à la lecture de cette image-là, toi, tu vas proposer à la personne ou au terrain auquel tu vas pouvoir apporter le type de compost ou le type d'engrais ou les ajouts qu'on peut faire, c'est ça? Oui, mais ce que je fais, c'est que je propose aux gens d'apporter des échantillons de sol. Je travaillais beaucoup au marché de Mont-Louis les dimanches, donc j'amenais les analyses là-bas. Puis quand les gens nous apportaient les échantillons, après ça, ben, on a regardé ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois dans ce sol-là. J'arrive à dire maintenant un peu la texture. Donc, si c'est un sol plus sablonneux, s'il y a beaucoup d'argile, s'il y a beaucoup d'humus, je vais être capable de dire s'il y a une bonne aération dans le sol. Donc, si ce n'est pas un sol compacté par X raisons, il peut y avoir différentes raisons. Mais on arrive à partir des analyses on arrive à cibler un peu si le sol a une structure. Puis ça, c'est assez intéressant parce que les analyses conventionnelles ne vont pas nécessairement te pointer directement si tu as une bonne structure du sol, donc si tu as de l'aération, si tu as de l'oxygène, si tu as de l'air, tu as de l'eau, tu as les matières idéales pour avoir une bonne structure de sol. Fait qu'à partir de ça, ben, on peut regarder qu'est-ce que les gens font déjà dans leur sol, quelle forme de pratique ils ont dans leur maraîchage, dans leur culture et tout ça. Puis après ça, ben, on peut y aller comme sous forme de conseils, ben, peut-être essayer tel type de technique pour moins travailler, comme l'occultation ou ajouter beaucoup de matière carbonée ou des affaires comme ça. Fait que c'est grosso modo, c'est ça, c'est l'activité des analyses. D'accord. Alors, et Ouais. si on parle un peu plus maintenant de thé de compost ou des techniques après pour enrichir le sol, euh, est-ce que il y aurait une recette, parce que les gens qui nous écoutent, peut-être il y en a certains qui font des potagers maison à la maison, qui pourraient avoir une recette de base, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut adapter en fonction des plantes ou à la région où on est? Oh, bonne question. En fait, je dirais plus que c'est en termes de... Le défi, c'est de faire des grosses quantités pour avoir une bonne diversité. Donc, c'est difficile de faire un petit thé de compost à la maison juste pour le jardin, tu sais, parce que moi, je fais dans des barils de 2000 litres. Donc, c'est des gros barils. Puis, ça brasse pendant de 48 à 72 heures. Puis après ça, ben, on va pouvoir inoculer parce qu'on a enrichi le thé de compost avec des nutriments, du sucre pour que ça brasse puis qu'il se multiplie. C'est ça le but, dans le fond, d'un thé de compost. C'est à partir d'un inoculant de bactéries, tu essaies de reproduire ces bactéries-là en grosse quantité. Puis la façon d'observer si tu as un bon résultat, mais c'est d'y aller avec un microscope, puis faire un peu le décompte là, des bactéries qu'on peut y avoir, qu'on peut retrouver. Il y a des bactéries qu'on veut moins avoir en grosse quantité parce qu'ils sont plus de type anaérobique, dans le fond. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des bactéries qui sont aérobiques, dans le fond, parce que le sol étant composé de 25 d'air,
c'est ces bactéries-là qui vont mieux travailler en partie. Ben, il y a aussi des bactéries anaérobiques dans le sol, mais nous, ce qu'on cherche, c'est reproduire vraiment ces bactéries-là qui travaillent bien dans les conditions oxygénées. Est-ce que tu Mais pourrais peut-être juste expliquer le mot anaérobique pour ceux qu'est-ce que tu veux dire par le terme anaérobique? ah oui, oui, ben en fait, anaérobique, c'est quelque chose qui travaille sans air, sans oxygène. Par D'accord, exemple, tu sais, qui va travailler des bactéries qui vont se plaire dans ces milieux-là, qui vont être à leur potentiel maximum sans oxygène. Puis les bactéries aérobiques, c'est qui ont besoin d'oxygène pour survivre, dans le fond. Mais le faire maison, je pense que c'est possible si vraiment on a un intérêt pour ça. Le matériel est vraiment accessible. Moi, je le fais à partir d'un échantillon de vermicompost ou ça peut être un échantillon de compost normal. En autant que c'est on veut avoir la meilleure qualité des composts pour faire notre thé de compost. Puis après ça, on met un échantillon dans de l'eau, tout simplement. Puis là, ça prend comme une pompe à air qui rajoute de l'air constamment là, dans notre brassage. On ajoute de la mélasse, puis moi, j'ajoute des farines de pois chiches pour avoir un petit peu plus de protéines. On peut mettre des algues, on peut mettre toutes sortes de matières. Peut-être que je pourrais envoyer une petite recette. Mais question c'est toujours bon de faire des tests, mais je pense que ça prend un minimum pour valider qu'on a un bon thé de compost. C'est bien d'avoir accès à un microscope. C'est pour faire sûr qu'on n'est pas dans des conditions anaérobiques. d'accord. Ouais. Est-ce que si je comprends bien, toi, tu offres aussi, tu produis un peu de thé de compost pour vendre après les analyses que tu fais? Cette année, moi, je le ferai aux gens, en fait. Ça faisait partie de l'action là, du lab, c'était de produire un thé de compost, puis surtout de le regarder avec les gens. T'sais, on a regardé un échantillon avec le microscope, puis là, on essayait d'identifier les choses qui se passaient. Puis les gens pouvaient repartir avec, je sais pas moi, un litre de thé de compost pour l'appliquer dans les jardins. Mais c'est quelque chose que j'essaie de rendre accessible le plus possible. Donc, peut-être que je pourrais faire des tests pour des plus petites quantités, voir. Mais oui, c'est sûr. La phase 2 est toujours comme en développement pour l'instant là, pour le projet du lab. Pour, D'accord. ouais. Avec ton expérience et peut-être sur le terrain, bien sûr, là où tu es en ce moment ou peut-être ailleurs, est-ce que il y a de la réticence c'est sûr que moi, je n'ai pas beaucoup les mains dans la terre, alors, mais je me demande si des fois, il y a les façons de produire de façon industrielle, pour certaines personnes, peuvent trouver ça peut-être plus facilitant que de devoir se mettre à fabriquer eux-mêmes ou à produire, par exemple, un thé de compost. On va parler pour des plus grandes quantités ou des plus grandes surfaces agricoles. Est-ce Mhm. que les gens sont ouverts à recevoir une nouvelle façon de faire? Comment toi, tu vois ça sur le terrain? J'ai pas accompagné de grands producteurs de grandes surfaces, disons. C'est une bonne question à se poser. Je sais que la transition est quand même, c'est un gros défi là, de convertir du conventionnel au biologique. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ça prend du temps, puis ça prend un engagement financier aussi, là, parce que il y a des coûts liés à faire cette transition-là. Euh, au niveau des réticences, j'aurais de la misère à me prononcer sur justement des personnes qui voudraient se lancer plus dans le biologique alors qu'ils sont dans le conventionnel. Mais des personnes que j'ai commencé à accompagner, je pense que au contraire, je vois beaucoup d'ouverture sur puis là, c'est peut-être le contexte lié à ça, mais c'est des personnes qui commencent des fois, qui commencent à s'acheter une terre, se sont acheter une maison, puis là, ils veulent commencer un potager, puis ils veulent faire analyser leur sol pour savoir comment ça peut se passer. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'ouverture, puis je pense que c'est de plus en plus commun de parler de sol vivant maintenant que de ce que j'avais comme discours là, peut-être une dizaine d'années. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture. Après ça, ça demande aussi beaucoup de pratique et beaucoup de temps
d'observation pour constater des résultats. Tu sais. Donc, c'est relatif. C'est relatif au contexte, je dirais. Oui, d'accord. Est-ce que du Mhm. coup, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est possible, peu importe là où on est, la terre qui est sous nos pieds, on peut la rendre, bien sûr, dans le cas où elle serait peut-être moins riche ou peu riche, on peut l'enrichir avec des techniques et du coup la rendre productive, entre guillemets, pour nous donner des aliments? Ah, moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on peut partir d'un sol complètement sablonneux à quelque chose tu sais, de vivant. Je pense qu'il y a façon de régénérer toutes sortes de sols. Ils ont prouvé beaucoup de choses avec le travail des champignons, le travail mycorhizien dans le temps. Donc, tous les réseaux là, qui se passent de façon naturelle dans une forêt, mais qui sont un peu écartés là, quand on travaille la terre ou quand il y a eu des interventions drastiques. Euh, Sauf que ça prend un bon travail, un investissement, mais il y a toujours moyen de changer les conditions initiales qui sont peut-être pauvres en augmentant. Là. C'est vraiment fascinant comme ce qu'ils sont capables de faire, je pense, au niveau de la régénération là, maintenant. Oui, puis Mm, on parle tout aussi des le fois de monde. combinaison, de planter certains arbres, de mettre de ne pas faire uniquement une seule production, Oui, monoculture. Enfin, des fois, j'entends un peu ce genre de, de, de conseils-là. oui, c'est ça, de varier les cultures, mais je pense aussi il y a moyen de faire des interventions si justement tu as un sol plus sablonneux. C'est possible de l'améliorer en ajoutant des argiles via le compost, tu sais, de venir travailler, de changer un peu la classe texturale de ton sol. Ça, c'est vraiment graduel et faut comprendre ce qu'on fait, mais c'est possible. Donc, moi, je trouve ça d'autant plus intéressant là, de parler de sol vivant. D'accord. Ouais. Alors, parce que la plupart de ceux qui peut-être déjà commencent un potager ou qui expérimentent le vermicompost ou le compost un peu plus gros à la maison, est-ce que Mhm. tu aurais dans le fond, il y a un conseil qui pourrait être, parce qu'on parlait de thé de compost et je comprends que ça peut être un peu plus difficile à produire, mais Ouais. est-ce qu'un compost ordinaire, déjà, c'est suffisant pour qu'on peut mélanger à la terre pour notre potager? Oui, tout à fait. Les composts maison bien faits, tu sais, un compost qui a chauffé, qui a été travaillé de la bonne manière, qui a eu les ajouts nécessaires. Genre, par exemple, tu mets pour chaque tiers d'azote, tu vas mettre 2 tiers de carbone. C'est toujours de travailler avec les matières sèches puis les matières plus fraîches. Donc, là, je rappelle, le carbone, c'est comme tout ce qui est sèche, matière sèche, paille, feuilles, des copeaux de bois. Il faut juste pas aller dans le cèdre, mais tout ce qui est essence de bois en général, ça marche. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible, surtout quand on a accès, comme je disais auparavant, on a accès aux produits de la mer. Si on rajoute, j'aime bien rajouter des poissons, des carcasses, de toutes sortes d'affaires là-dedans. Euh, il y a vraiment moyen d'aller chercher beaucoup de vivants dans ce qui nous entoure. Puis après ça, de bien brasser le compost, là, ça peut être une fois par semaine, s'assurer qu'il chauffe et tout ça. C'est un super intrant, c'est sûr. Après ça, c'est un bon début. Puis après ça, ben, on ajoute des techniques, par exemple, de toujours couvrir notre sol, de jamais laisser un sol à découvert après semis. Là. Je veux dire, un coup que tes carottes, tu les vois. Après ça, c'est de bien recouvrir le sol parce que un sol qui est exposé au soleil, c'est un sol endommagé. Automatiquement, les bactéries n'aiment pas la lumière du jour, n'aiment pas ils travaillent dans le noir. Donc, c'est de toujours s'assurer que notre sol est bien recouvert. Puis quand je dis recouvert, mais ça peut être toutes sortes de résidus, tu sais, qu'on a autour de nous, là, pour faire sûr que notre sol n'est jamais à découvert. Puis il y a toutes sortes de petits ajouts comme ça qu'on peut faire à travers le temps qui fait que on devient plus dans des conditions sol vivant. Là. Donc, on essaie de faire le moins d'interventions possible.
Et donc, pour ceux après qui voudraient passer à l'étape suivante, est-ce que toi, on peut te contacter bien, par rapport à ton travail, à ton laboratoire, pour justement, est-ce que tu te déplaces? Est-ce que les gens peuvent venir te voir avec des échantillons? Comment ça fonctionne? Ben, ça serait idéal. J'ai conçu le laboratoire pour qu'il soit mobile. Donc là, c'est vraiment la phase 1 du projet avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Après ça, je sais qu'il va y avoir une suite. C'est sûr que je continue mon travail et le service d'accompagnement, je l'aime bien. C'est juste qu'il n'est pas encore tout à fait défini. Mais c'est sûr que les gens peuvent venir à moi pour avoir des conseils, pour avoir des échantillons. Ça, je vais continuer à le faire. Tu parlais de phase 1, phase 2. C'est un laboratoire qui s'est étalé sur combien de temps? Ben, moi, je pense que je ne peux pas travailler l'hiver nécessairement. Donc, je me donne l'hiver pour avoir une idée de ce que je vais faire, mais ça serait d'aller chercher plus de financement, par exemple, parce que je sais que le CJE, ben, c'est le temps du projet sur 6 mois. Ils ne peuvent pas me refinancer un autre projet. Donc là, c'est d'aller chercher peut-être des subventions plus pour accompagner le temps que je mets là-dedans, vu que j'ai déjà tout le matériel. Mais ça risque de vraiment avoir le temps d'approfondir ce que je fais. Donc ça serait comme la clé pour partir de la phase 2. Si je n'ai pas d'autres financements, ben, ça serait plus projet que je fais un peu sous forme de bénévolat, tu sais, que je vais essayer de voir comment ça pourrait se passer. D'accord. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous décrire un peu à quoi ressemble ton laboratoire mobile? Ben oui, c'est comme un trailer déplaçable. Je pense que vous aurez peut-être une photo là, pour voir grosso modo ce que c'est, mais c'est simplement un trailer qui me permet d'entreposer tout le matériel que je fais pour les analyses chromatographiques. Donc, je suis capable de convertir le trailer en chambre noire, là, comme je disais, pour développer les chromas il faut que ça soit à la noirceur. Puis j'ai aussi un petit coin là, pour faire le thé de compost que je peux sortir à l'extérieur, qui est facilement manipulable dans le fond. Puis ça se résume pas mal à ça. Le trailer est situé à la coopérative du Levier où est-ce que le gros de mon travail se fait. Ça serait éventuellement très, très concevable de pouvoir déplacer le trailer pour différents projets. Mais jusqu'à date, là, il est pas rendu là. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour de faire ce que tu fais dans le fond pour toujours améliorer un peu les conditions de vie. Ah ben, merci à vous pour l'espace. C'est bien apprécié de pouvoir en discuter plus largement. D'accord, oui, merci Alex. Au OK, revoir. bonne journée. Bye bye.